Podcast, créateur de podcasts en Corse. Bonjour, on est de retour sur les lives. On avait commencé en début d'année pour le live des 24 heures de Tous pour chacun. Et on s'était dit, ça a été juste momentané et cette chaîne Twitch ne fonctionnera pas plus que ça. Et au final, le mois dernier, je me suis dit, on va réactiver la chaîne Twitch pour enregistrer les podcasts de Podcast ou Sexiste. Voilà. Donc nous voilà le 16 septembre. Du coup, je suis Audrey Royer et je suis en présence de Clémence Gachet. Et on va... Là, c'est un peu le live rentrée où on va parler de pourquoi est-ce qu'il y a eu une pause pendant autant de mois, pourquoi est-ce qu'on fait un live maintenant et pourquoi est-ce qu'on reprend pas nos habitudes de faire des podcasts montés, pourquoi est-ce qu'on fait du direct, pourquoi on va plus faire de montage. Vraiment tout ce qui est arrivé depuis décembre de l'année dernière. On va essayer de faire un petit récap. Et ensuite, on parlera du coup d'une thématique. Donc, ça reviendra chaque mois. Et cette thématique d'aujourd'hui, c'est entrepreneuriat et sexisme dans l'entrepreneuriat. Donc, on va aborder nos différents points de vue. Clémence a un point de vue sur le sujet, j'ai un point de vue sur le sujet. Et on va essayer de discuter de ça et pourquoi pas avoir vos retours aussi dans le chat. Voilà. Est-ce que pour commencer, tu veux dire qui tu es? On peut commencer par là, oui. Donc Clémence, je suis originaire de Chartres, à 1 heure de Paris. J'ai grandi à la campagne et au final, je me suis retrouvée en ville suite à mes études. Études que j'ai faites en droit, en RH et en entrepreneuriat. Et après 7 ans sur Paris, quelque chose comme ça. Beaucoup trop d'années sur Paris. Avec mon mec, on s'est dit, non mais là, trop c'est trop. Et comme lui, il a grandi ici, on s'est dit, allez, on retourne en Corse. Et en rentrant en Corse, je débarque et je rencontre Audrey. Non, on s'était rencontrés avant. On s'était rencontrés il y a 6 ans. On s'est Non, 5 ans, 2020, je crois. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Été 2020, on s'était rencontrés. On a une amie lors d'une folle soirée. Je pense pas que ça soit la première fois où on se soit rencontrés. On s'est pas rencontrés la première fois à la plage. Mais bon, oui, c'était cet été-là. Mais oui, peut-être à la plage avec la berge. Qui a marqué vraiment le fait qu'on se connaisse, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, et on ne s'est plus parlé pendant 4 ans, mais même pas parce qu'on s'était pas bien entendu, mais parce qu'il y avait pas de, sujet, quoi, ouais. Vraiment rien de particulier. Et du coup, voilà, donc j'ai travaillé sur Paris pendant 7 ans, majoritairement en RH. En ayant dévié dans le funéraire à un moment donné, mais ça, je vous invite à aller écouter mon interview sur Capsule pour en savoir un peu plus. Et puis surtout que c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Et du coup, on vous expliquera un peu chacune pourquoi on s'est retrouvés dans l'entrepreneuriat et pourquoi on a arrêté d'être dans le salariat chacune notre tour. Mais voilà, pour vous en faire un petit tableau, voilà ce qu'il en est. Du coup, je suis en Corse depuis 1 an et quelques mois. Ouais. Voilà. Ouais. Et on travaille ensemble depuis tout ça. Depuis que tu es arrivée. Oui, voilà. J'ai emménagé le 24. Je suis arrivée quelques jours avant le 24. J'emménage juin. Ouais, juin. Oui, pardon. 2024. Le 25, j'étais à l'événement de Capsule. Ouais. Et le 26 ou le 27, j'étais en réunion avec vous. Vous, parce qu'il y avait d'autres personnes avant qui sont parties dans d'autres collimateur. Pour faire un petit récap de pourquoi est-ce que on parle de Capsule, pourquoi est-ce qu'on parle de travailler ensemble et tout ça. Podcast ou Sexiste, où ça fait partie d'une association qui produit plusieurs émissions de podcasts et vidéos.
Donc, Podcast ou Sexiste a été la première, qui a été créée en 2021. Et ensuite, il y en a eu 2 autres, donc Sex by Step, qui parle d'éducation à la sexualité avec des ados. Et il y a eu Capsule, dont parle Clémence depuis tout à l'heure, qui est une émission basée sur l'entrepreneuriat. On va raconter aussi pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat, comme je disais, c'est aussi important pour nous. Et non, mais je l'ai là. Ok. Autant pour je touche à mes fesses. Voilà, et en fait, en début d'année dernière, en début d'année 2024, j'ai fait une offre d'emploi parce que je cherchais une personne avec qui travailler. Voilà, un profil assez polyvalent qui puisse m'aider soit sur l'administratif, soit sur la production et la communication. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai su que t'avais jamais trop... que t'avais suivi podcast ou Sexiste. Ouais, via Caroline. Ouais, Caroline qui est via une amie, notre ami commun, en fait, t'avais suivi l'émission et les épisodes, même, certains épisodes. Ouais. Et du coup, quand Clémence avait passé l'offre d'emploi, elle a dit, bon, ben, feu, on va candidater. Et ben, je me souvenais très bien de Clémence, et en fait... Moi, je pensais qu'elle se souvenait pas de moi, je l'ai vouvoyée et tout. Je me suis dit, en fait, pourquoi je t'ai vouvoyée ? C'est parce que je t'avais envoyé un message pour te poser une question parce que je savais que j'allais venir en Corse et que je voulais entreprendre. Et comme Caro m'avait parlé de toi, je m'étais dit, bah, je vais la contacter. Ça se trouve, elle se souvient pas de moi, mais voilà. Et comme tu m'as jamais rep parce que j'ai dû atterrir dans des invitations par message. Dans l'invitation. Et je l'ai vu que quand on s'était suivis, mais c'est ça. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, elle se souvient pas de moi, quoi. C'est la folle qui demande... envoyé un mail en mode, bonjour. Alors, j'ai vu votre offre d'emploi sur Instagram. Mon Dieu, bref. Donc, ceci explique cela que c'était quand même cocasse, quoi. Mais bon, bref. Mais bon, du coup, je me souvenais très bien de Clémence. Et bon, après plusieurs discussions, et on rentrera pas dans le détail, mais du coup, ça se fait pas, cette embauche. Mais Clem dit, si je trouve pas de travail, je viens et je suis bénévole dans l'asso. Et en fait, depuis le début... Première fois de ma vie que je ne trouve pas de travail. Voilà. Depuis le début, ça t'invite à venir travailler avec moi, quoi. À ce qu'on travaille ensemble. À partir du moment où on a posé la condition de s'il se passe pas ça, eh ben, je viendrai. Du coup, il ne s'est pas passé ça et je suis venue travailler. Et donc, en fait, quand Clémence a déménagé en Corse, à Ajaccio, elle est venue sur l'événement de Capsule qui avait lieu le lendemain de son arrivée, mais c'était vraiment un hasard. Et en fait, t'es directement rentrée dans la boucle, t'es directement invitée à des réunions stratégiques. Enfin, vraiment... Au bout de 2 jours, j'étais là à donner mon avis en réunion. Mais en vrai, depuis le début, en fait, j'entreprends seule et j'ai vraiment besoin de retour. Et du coup, j'étais vachement en demande aussi de retour, donc c'était même pas... Enfin, voilà. Bref. Donc, et on va on va continuer. Elle s'en va. On va continuer à raconter ce qui s'est passé en fin d'année. Et ensuite, on parlera d'entrepreneuriat. Ouais. Oui, histoire d'expliquer un peu plus pourquoi podcast ou sexiste est passé un peu du premier plan au second plan. Et en fait, ça commence même avec la diffusion de l'offre d'emploi. Je savais qu'il y avait les subventions publiques diminuées. Et je cherchais soit une personne qui puisse m'aider à faire des demandes de subventions, soit une personne qui puisse prendre le relais sur moi, sur la communication, pour que je puisse faire des demandes de subventions. Mais, en fait, c'était un challenge, c'était vraiment une prise de risque de faire une offre d'emploi, parce qu'il y avait une deadline, et je savais qu'à partir de cette date-là, il y aurait plus de financement pour financer un emploi. Et bon, je crois avoir été assez honnête sur ça, en disant que c'était un CDD et que c'était pour faire des demandes de subventions. Ouais. La condition était un peu que tu trouves les subventions et tu finances ton poste. Ouais, c'était ça. Et donc, on a eu un RAB de subventions en août.
par la préfecture. Et ensuite, tout s'est un peu accéléré. Au final, il y avait 2 personnes qui bossaient avec nous, les 2 personnes sont parties. Ouais. Ce qui a été une perte d'argent aussi. Ce qui a été une perte d'argent, mais en même temps, c'était Non, mais je veux dire, par rapport aux subventions Oui. dont on parlait, ça a été... Mm. En fait, il y a eu un enchaînement entre... Il y a des difficultés à trouver des subventions et des charges Très élevées. Très élevées. Et du coup, bah, forcément, on s'y retrouvait pas et c'était compliqué de... Enfin, toi, déjà, tu t'y retrouvais pas dès le départ. Petit aparté, on vient de déclencher la clim, elle fait des bruits très bizarres, donc je sais pas si ça s'entendra, mais Ouais. ça nous souffle dessus. Et en fait, arrive octobre et on se rend compte que déjà les subventions d'août, il y en a plus. Et on se fait un point avec Clémence et on se dit, là, il y a plus de subventions. Les institutions publiques, pour X et Y raisons, ne nous suivent pas et on va pas leur redemander. Donc, en fait, il faut aller chercher du sponsoring maintenant. Donc, avec Clémence, on se relaie pour toutes les thématiques de podcast que l'on a envie de traiter. Donc, sur quand même 3 émissions. Une sur l'égalité, tout ce qui est lutte contre les discriminations dans tous les champs possibles. Une sur la sexualité et l'éducation à la sexualité pour les ados, avec tout ce que ça peut avoir comme relations connexes. Et l'émission sur l'entrepreneuriat, avec ces 3 thématiques. Donc, ça ouvre un champ des possibles pour demander des subventions qui est assez énorme. Et en fait, c'est pas du tout la philosophie encore en Corse de demander de sponsoriser du podcast. Ça se fait vachement sur le continent. On a eu quelques pistes de financement avec des laboratoires, par exemple, mais sur des thématiques vachement restreintes, qui étaient le VIH, pour le coup. Donc, en fait, ça aurait pu faire l'objet d'une thématique, mais c'était pas assez pour initier quoi que ce soit et pour développer vraiment les financements en sponsoring. En fait, ils comprenaient pas comment ils allaient pouvoir toucher une audience pertinente pour eux via le podcast. Alors que l'idée, c'est plus de fonctionner un peu à l'inverse, de dire on touche une nouvelle audience beaucoup plus large grâce au podcast et du coup, ça vous apporte de nouveaux clients. Et ça, cette logique-là, c'était un peu compliqué à leur faire entendre. Plus la nouveauté de l'outil de communication, ça faisait beaucoup de paramètres en plus. Plus aussi qu'on n'est pas l'une des émissions qui ait le plus d'audience, hein, faut pas se mentir. Encore on est assez peu en Corse à s'être mis au podcast, à développer des chaînes de podcast, mais en soi, on a une belle audience. Je pense par rapport à la niche qu'on touche aussi, parce qu'on est sur du podcast en Corse, sur de l'égalité et de la lutte contre la discrimination. Vraiment, c'est quand même une niche, faut se le dire. Donc, on a une belle audience par rapport à ça. Ouais, c'est ça. On parle pas de foot, on parle pas de faits divers. Donc, jusque-là, on n'est pas trop dans les cases, quoi. Et puis, on peut passer un petit peu pour les woke de service, si tant est que ça soit une insulte. Si tant est qu'on mette des étiquettes sur la tête des gens, là, tout le temps. Ouais. Et donc, en fait, vraiment, on arrive à la fin des solutions qu'on pouvait trouver. Et en vrai, je le sais qu'à ce moment-là, c'est vraiment moi qui tiens le truc et qui n'ai pas envie de lâcher. Pour aller même dans le détail du détail, en octobre, j'arrête de me payer. Donc, j'ai plus du tout J'ai une seule source de revenus, qui est ma première auto-entreprise dans le community management que j'ai ouvert il y a 6 ans, mais qui me rapporte pas assez pour pouvoir vivre à l'époque, parce que j'ai gardé que des clients anciens qui vraiment je sais que je leur fais de la com que pour eux et je développe pas je vais pas développer plus que ça le community management parce que j'étais vraiment focalisée sur le podcast. Donc en fait, c'est pas une source de revenus majoritaire, c'était vraiment l'association qui me rémunérait, qui me donnait un salaire. Donc fin octobre, plus de salaire, Clémence toujours au chômage. Le chômage qui arrive. Un jour, je quitterai ce chômage. Ben, c'est surtout compte à rebours, toi aussi, où tu dis, en fait, en mars, j'ai plus de chômage. J'ai mon chômage qui baisse.
Ouais, t'as ton chômage qui baisse. Ouais. Et en fait, c'est notre deadline dans notre tête de dire, ben là, et vraiment, c'est moi à ce moment-là qui tient les rênes de l'association et qui n'a pas envie de les lâcher. Sachant qu'il y a une chose à préciser, c'est que très rapidement, donc on commence à travailler ensemble fin juin, et je pense qu'un mois après, j'ai le tilt de te dire, mais attends, pour aller chercher plus d'argent, pourquoi au bout d'un moment on vend pas notre expertise? Et là, tu sautes de ta chaise en me disant, oh, mais c'est trop ce que je veux faire depuis le départ. Je veux créer un label de podcast en Corse pour partager mon expertise, permettre, enfin être une société de production, quoi. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où on se dit, faut qu'on travaille dessus, où on essaye et de sortir l'association de l'eau et de créer un projet. Et il se passe que, effectivement, il n'y a plus d'argent au bout d'un moment. Quand en octobre, tu arrives de te payer, qu'arrivé en décembre, on a clairement le couteau sous la gorge et de se dire qu'est-ce qu'on fait. Et où là, il a fallu prendre des grandes décisions et pivoter en se disant, bon, tout ce qu'on fait pour l'association pour essayer de la sortir de l'eau, ça fonctionne pas. Par contre, dès qu'on essaye de faire un petit truc pour la société, enfin pour le projet d'entreprise qu'on avait, c'est ça. là par contre, les pour portes le s'ouvrent. service qu'on souhaitait vendre, c'est ça. Et en fait, on arrivait vraiment à deux chemins qui étaient en train de converger. C'est-à-dire que d'un côté, toutes les portes se ferment et on n'a plus du tout de solution, plus du tout de financement. Et d'un autre côté, dès qu'on essaie de développer la prestation de service, là, on a des portes qui s'ouvrent, on a des personnes en face qui nous répondent, qui sont intéressées, et on se dit qu'il y a vraiment du potentiel. On arrive du coup en décembre, et c'est en décembre que j'ai vraiment le tilt où je commence à m'y faire à l'idée. En fait, il faut fermer l'association. Il faut arrêter les projets. Ça nous prend énormément de temps, faut pas se mentir, de tenir à jour 3 émissions avec des périodicités différentes, avec des temps de production hyper longs, toute la communication que ça engendre et le rythme aussi que je me suis donné à la communication, sachant qu'à côté, je recommence à développer du coup mes prestations de services sur du community management. Enfin bref, c'est énormément de temps pour en fait pas d'argent. Et en fait, au bout d'un moment, on se dit stop le bénévolat. Stop le bénévolat. C'est exactement ça. J'arrivais pas à finir ma phrase. C'est bien beau d'avoir une asso qui défend des choses, qui parle de choses qui sont absolument géniales, mais si les institutions ne nous suivent pas... Et puis c'est qu'il faut vivre. Là, on part dans une explication vraiment hyper profonde, mais c'est que stop le bénévolat, il faut vivre et on peut pas... Et on peut pas partir du principe que les subventions vont vont être l'entrée d'argent principale parce que ça met énormément de temps de les demander, de les percevoir et au final, tu passes ton temps à ça plutôt que d'avoir des sources d'argent qui arrivent, qui permettent de financer ces podcasteurs parce que c'est pas eux qui génèrent de l'argent. Ouais. Pour finir un petit peu sur l'association et sur pourquoi on n'a plus de subventions, c'est aussi qu'on a fait des choix de plus demander à certaines institutions qui nous finançaient par divergence d'opinion, où vraiment, en fait, c'était contre les valeurs de l'association, contre les valeurs que l'on défendait dans nos podcasts, contre l'indépendance aussi à laquelle on aspirait en étant entrepreneuse, même dans l'associatif, où en fait, on nous disait, c'est soit vous faites comme ça, soit vous êtes plus financé. Et au bout d'un moment, on s'est dit, c'est hors de question qu'on se vende et qu'on vende notre morale. Bah oui, l'argent fait pas tout. Et on va pas se travestir pour c'est ça. Les beaux yeux, entre très grands guillemets, de certains, parce que c'est eux qui ont l'argent et les poches pleines. Enfin, c'est hors de question. Donc voilà. Ouais. Arrive donc du coup décembre et on se dit bon on arrête, on se prend 2 semaines de vacances et on se recontacte en janvier. En vrai ça a été ça. On s'est appelé la 2e semaine de décembre et pour se dire là il faut... En fait la 2e semaine de décembre, je suis à Paris, t'es en Corse, je suis dans ma famille, on s'appelle pour se dire là on arrête. Ouais.
on arrête. On dit pas que c'est définitif, on dit juste que l'assaut n'est plus la priorité. Mais par contre, je reviens et on se met fois 10 000 sur le projet, sur l'entreprise et on fait quelque chose. Donc, on se dit assez rapidement qu'on va stopper du coup l'association pour créer un projet entrepreneurial, pour vendre de la prestation de service. On sait qu'on veut toujours rester dans l'univers du podcast et de l'audiovisuel, mais on sait vraiment pas ce qu'on a envie de vendre, comment on a envie de le vendre, combien est-ce que ça peut rapporter. Enfin, vraiment, on part de zéro. Et à l'époque, on a une alternante. Ouais. On est du coup 2 bénévoles. Alternante qui était arrivée sur l'association. En octobre. Ouais, c'est ça. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on en fait? Et en janvier, on est honnête aussi. Voilà, on est honnête aussi. Et on lui dit, c'est surtout qu'on change de projet. C'est qu'elle, à la rigueur, comment est-ce qu'on fait pour la payer? J'ai envie de dire, elle s'en fout un petit peu, même si ça doit quand même la travailler. Mais on lui dit que quoi qu'il arrive, elle sera rémunérée. Mais par contre, en fait, le projet, il change du tout au tout. C'est-à-dire que là, tout ce que tu as appris pendant 3 mois, tu effaces, tu fais un reset quasiment total, parce qu'en dehors du montage, en fait, on te demandera plus du tout ce qu'on t'a demandé jusqu'à maintenant. Et en janvier, on se donne une deadline avec Clem, c'est dans 3 mois, si le projet n'est pas rentable, on arrête et en fait, on retourne dans le salariat, chacune. Et vraiment, c'est ultra dur à cette époque-là de se dire, on retourne dans le salariat, parce que vraiment, notre ADN, c'est pas d'être dans du salariat. Et encore, j'ai envie de dire, c'est quand même assez prétentieux de dire ça. S'il y avait des possibilités d'être hyper indépendante, de piloter des projets, mais même, on a vraiment, en fait, on aime la responsabilité d'avoir un projet à nous, d'avoir d'avoir un projet. Ouais, pour avoir fait du coup un certain nombre d'années en salariat, c'est même pas la problématique de responsabilité ou de pilotage de projet parce que ça a été le cas. Et en fait, la problématique, c'est surtout quand t'es créatif, quand t'as 4000 idées, que t'aimes vivre dans l'action et que tu es dans des entreprises qui te brident où le dirigeant, en fait, c'est pas toi et du coup, c'est pas toi qui as le dernier mot. Ouais. Mais en fait, c'est un caractère, c'est une mentalité. Pour moi, les salariés et les entrepreneurs n'ont pas la même mentalité, la même vision des choses. On ne se projette pas dans l'avenir de la même manière, on voit pas les choses de la même manière. Et c'est des mentalités où ça, c'est presque dès le départ. Donc, c'est comme ceux qui sont, quand on dit on est fait pour l'école ou on n'est pas fait pour l'école, c'est juste qu'il y a des personnes où ça veut pas dire que tu es bon ou pas bon. Ça veut juste dire que tu es fait pour un système ou pas fait pour un système. Et en tout cas, je pense que ce système de salariat, il est pas fait pour nous. Toi, la vie, elle t'a dit direct en mode mais essaye même pas. Moi, j'ai eu que des petits boulots. J'ai jamais eu de CDI, j'ai jamais eu de... C'était soit des jobs étudiants, soit une alternance. Et après, j'ai plus jamais eu de contrat extérieur comme mes entreprises à moi. Ouais. Et en vrai, si je suis full honnête sur toutes les expériences que j'ai eues avant, j'ai jamais été heureuse en étant salariée. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Vanessa Santoni où je disais, je me suis forcée même, et j'en étais consciente, il faut que tu fasses des jobs qui te plaisent pas pour être sûre de ne jamais oublier que tu ne veux pas faire ça toute ta vie et qu'il faut que tu te sortes les doigts du cul pour réussir d'une quelconque façon que ce soit. Et vraiment, ça a été mon truc, genre, subis maintenant. Là, tu subis. Et tu y vas et tu es hyper assidu et tu es... Mais ça va pas ou quoi? Petite pause dans le live. La mère d'Audrey vient de passer sa tête par la fenêtre. Mais ça va Elle a essayé de te faire croire qu'elle était là par inadvertance quand même. On se baladait là comme ça. Pas du tout. Comme par hasard. Tu flirtais ta fille. Elle était en train de faire le tour de chaque fenêtre de l'immeuble. Mais ça va pas, hein. Et je me vois ma mère passer là devant à la fenêtre. Non mais c'est fou. Tu vas te chercher vraiment. Elle est ma fille. Non mais ils sont pas bien, hein. Où on en était? Le salariat, je disais, subis là maintenant.
Voilà, donc c'est fin de parenthèse. Oui. J'ai vraiment subi dans le salariat et en fait, quand j'ai fini mes études, je cherchais un emploi. J'en ai même pas trouvé. Donc, c'est-à-dire que j'étais quand même dans la démarche de chercher du travail en salariat. J'avais pas forcément envie d'entreprendre à cette époque-là, mais je m'étais dit, tu fais ta carrière et une fois que tu as de l'expérience, que tu as emmagasiné de l'expérience, tu pourras lancer ton entreprise avec une réelle expertise, un truc, quitte à partir d'abord sur le continent, faire tes preuves sur le continent, revenir ici, genre révolutionner la Corse. C'est tous les trucs qu'on se dit un petit peu quand on est jeune. Et au final, au bout d'un moment, je devenais folle chez moi. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais monter une auto-entreprise, je vais proposer mes services dans le community management et on verra bien. Et en fait, ça a direct marché. Premier démarchage, premier client. Si là, l'univers m'a pas envoyé un signe comme quoi c'était vers là qu'il fallait que j'aille. Un client avec lequel je bosse toujours, c'est Sakura. Anthony de Sakura. Ça fait 6 ans que je bosse avec lui. Et en fait, l'entreprise a 6 ans, elle s'est jamais arrêtée. Elle a évolué. À un moment, je suis passée en SASU. Après, je suis revenue en auto-entreprise. Après, j'avais je sais pas combien de clients. J'en avais plus de 15. Et après, je suis redescendue à 3. Enfin, il y a eu vraiment des fluctuations. Mais en tout cas, elle est toujours là. Elle roule En toujours. fonction de l'assaut. Bah, non, il y a une fois où c'était crise financière. Il y a plus personne qui a pu après le Covid. Ouais. Il y a eu j'ai perdu je crois 6 clients en 2 mois. Coût budgétaire, la com n'est plus une prérogative. Et donc voilà, première entreprise, ensuite association, mais même pas créée pour vouloir créer une association, c'est-à-dire que j'ai envie de me lancer dans les podcasts. Je lance mon premier podcast et en fait, je peux avoir une subvention grâce à la préfecture, à la direction régionale aux droits des femmes. Et du coup, elle me dit, monter une association. Et en fait, ça s'est fait comme ça. C'est toujours des moments où j'ai pas forcément envie d'entreprendre, j'ai pas forcément envie de lancer des projets maintenant, mais où ça tombe comme ça. Ouais, je saisis une opportunité. Et là, je pense qu'on a saisi une opportunité aussi en janvier en se disant, on sent qu'il y a un créneau, on sent qu'il y a des personnes qui veulent du podcast, qui sont pas prêts, parce qu'on en a eu plusieurs qui nous ont dit ça, qui sont pas prêts à sponsoriser, mais par contre, qui ont des choses à dire et qui potentiellement peuvent nous demander du podcast. Passer par nous pour qu'on leur fasse le podcast. Donc en fait, en janvier, c'est les premières personnes qu'on appelle et janvier, on signe notre premier gros client. C'est ça. C'est qu'en l'espace du coup d'un mois, on crée le projet, on crée l'offre, on crée tout le concept, enfin tout ce qu'on veut faire. Ça va quand même vite. Et on arrive à s'entourer très rapidement de personnes qui vont nous aider à closer notre premier client, qu'on signe en janvier et on récupère les premiers fonds en janvier. En 3 mois, il me semble, on a fait 35 000 € de chiffre d'affaires. Non. 6 mois? Ouais. C'est les 6 premiers mois. Non, parce qu'en fait, on a eu notre premier client. Et après, on a eu un creux où on a eu du mal à trouver des nouveaux clients. Et en là, mars, on s'est dit on en a eu pas mal. En mars, on a eu l'événement. Avec l'asso. C'était les trucs de l'asso. C'était pas... si, le podcast. Si, événementiel. La fondation. Ouais, mais au début, quand on a commencé, c'était pas vraiment dans nos offres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est en fait dans les offres pures de podcast sur mesure ou d'accompagnement. On n'a pas fait ça, mais on a vu une opportunité à quand même capter de l'événementiel. Oui. Pour l'université, c'était de la captation de conférences, de la captation événementielle, pas de la création sur mesure, mais pour autant, on faisait pas ça avec l'association. Oui. Et on atteint les 35 000 en fin juin. Donc, ça a été un peu notre validation où on s'est dit, bon, il y a un créneau et en fait, on a vraiment envie de partir dans ça. Et là, petit à petit, plus les mois passent, plus on passe sur tant de mois, on fait 35 000 € de chiffre d'affaires. Et en fait, ce nombre de mois pour faire le même nombre de chiffre d'affaires, il diminue parce qu'on arrive à presque pratiquement doubler sur moins de temps. Donc, petit à petit, en fait, toutes les démarches commerciales qu'on a fait en début d'année, elles portent leurs fruits en fin d'année. Et c'est en train de tous les petits rouages, ils sont en train de se faire petit à petit. Et ça nous demande beaucoup de travail, ça nous demande d'entreprendre, de diriger, de gérer,
de co-travailler, de tout, quoi. Enfin, donc il y a plein de choses, plein de choses qui se passent et du coup, maintenant que c'est un petit peu plus en place, Ouais. l'asso, et les engagements, surtout d'Audrey, peuvent Ouais. reprendre un peu vie. En fait, j'ai débuté un accompagnement pro parce que justement, ça a été une grosse période assez compliquée pour moi où j'étais très engagée dans ces valeurs-là. L'association, c'était limite mon deuxième prénom. On m'appelait même plus par Audrey, on m'appelait Madame Podcast. Donc vraiment, j'avais fusionné avec ce projet-là. Ça a été très compliqué au niveau identitaire, très compliqué au niveau confiance en moi de me relancer dans ce projet-là. Il y a aussi des gros challenges de ton point de vue. C'est ta première entreprise, c'est une première association pour nous deux. Enfin, il y a quand même pas mal de problématiques. Ouais, il y a plein de choses à gérer, hein. Ouais. Ça engendre plein de nouveautés. Et avec ce coaching-là, en fait, on se rend compte que vraiment, le projet entrepreneurial, c'est vraiment mon espace créatif pour faire plein de choses et que j'ai eu besoin à un moment de retourner à ces valeurs qui m'alimentent et me portent au quotidien pour savoir si ce que je fais est bien, de qui je dois m'entourer, en qui je peux avoir confiance parce que j'ai des valeurs intrinsèques, la paix, l'égalité, le respect, les droits, l'intégrité, enfin des grosses valeurs comme ça qui vraiment sont fondamentales pour moi. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais reprendre en bénévole l'asso, enfin les émissions du moins, ou du moins podcast ou sexiste. Maintenant, comment est-ce que je peux le faire? D'où ce live. C'est-à-dire qu'il y aura plus de montage, je peux plus perdre autant de temps dans le montage, ça me prenait quand même 2 jours par émission de montage, sachant que chaque intervenant me prenait une demi-journée d'enregistrement. Enfin, c'était un épisode égale une semaine, quoi. Je peux plus prendre autant de temps dans ça. Et je me suis dit qu'en vrai, il fallait aussi qu'on vous donne une explication de pourquoi est-ce que ça s'est arrêté du jour au lendemain. On n'a pas réellement donné d'explication à ce moment-là. On a démarré une aventure entrepreneuriale. Beaucoup de personnes nous ont suivis sans trop comprendre pourquoi on était passé à ça. C'est un peu le moment de dire, bon ben, voilà tout ce qui s'est passé. Et en fait, en janvier, on monte Sonance, on crée nos offres de podcast sur mesure et on va démarcher des entreprises, des institutions, des solopreneurs pour leur dire, on a fait pendant 4 ans du podcast, enfin du moins moi j'ai fait pendant 4 ans du podcast. Clémence m'a rejoint et elle a un gros volet entrepreneuriat, RH, accompagnement client qui est non négligeable et qui fait qu'on accompagne au mieux nos clients. Gestion de projet aussi que moi je n'ai pas du tout, même si j'ai monté des projets, mais au final c'était jamais ultra bien structuré. Tandis qu'avec toi on structure vachement les choses, on est beaucoup plus professionnel, on rentre en fait dans le dur de l'entrepreneuriat. Ce qu'on se dit, c'est qu'on a deux dynamiques qui sont hyper complémentaires. Clémence structure vachement, mais a du mal à passer à l'action. Ou moi, je passe à l'action sans jamais rien structurer. C'est vrai. Ouais. Très caricaturé parce qu'en vrai, t'arrives aussi à très caricaturé. Et toi, t'arrives voilà. à passer à l'action. Enfin, bien sûr. Mais très caricaturé, on s'est dit que c'est... On est des bons moteurs. En fait, mon moteur est dans la structure ou ma zone ce qu'on appelle des zones de génie. Dans la créativité, dans la structure et dans la propulsion à long terme. Et Audrey, toi, ta zone de génie, elle est dans l'action, dans le concret, dans on agit, on fait des choses, on fait avancer les choses. Et du coup, c'est des zones de génie qui se complètent bien. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'aussi ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on a su faire entendre enfin, en tout cas, toi, tu as su faire entendre ta voix en créant ton podcast, en créant tes podcasts. Et aujourd'hui, notre objectif, il est de donner une voix aussi, de dire aux personnes, vous n'êtes pas obligés de passer uniquement par les réseaux sociaux, de passer par de l'image. Et venez, on vous permet d'avoir une voix plus profonde que ce que vous avez pu avoir depuis pour faire résonner ce que vous avez à dire, parce que le nombre de personnes qui sont démoralisées parce que sur les réseaux sociaux, il y a je ne sais combien de personnes médiocres qui se font passer pour compétents.
Et c'est facile de le montrer et de faire du blabla sur les réseaux sociaux en vidéo, mais en podcast, quand on est à cœur ouvert, c'est un peu plus compliqué. Et qu'on doit vraiment rentrer dans le sujet, quoi. C'est ça. Ça se voit beaucoup plus facilement quand on doit tenir une conversation sur 20 minutes, s'il y a du concret derrière ou pas. Donc, c'est un peu de redonner une voix à toutes ces personnes expertes pour leur dire, OK, vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire et montrer, pas qu'aux clients, mais à tous les prestataires, tous les gens qui vous entourent que... Vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires, vos financeurs. Votre réseau. C'est mettre en avant une image de marque différemment. Des valeurs et le pourquoi d'une entreprise. Ouais. Et c'est pour ça aussi que tu t'es posé cette question à un moment donné, de te dire il faut que je reprenne le podcast où c'est existe, parce qu'on travaille justement nous aussi sur notre pourquoi, sur la raison d'être de notre entreprise. Et quand individuellement chacune on a listé ce qui était important pour nous et notre raison d'être perso pour trouver la commune, c'est vrai que tu t'es rendu compte que ce côté engagement te manquait. Ouais, moi en vrai c'est aussi pour ça que ça me ressemblait autant. Et que c'était vraiment moi. C'est j'ai jamais menti, j'ai toujours on m'a jamais dit que j'ai menti, mais dans le sens où je l'ai fait sans réfléchir, c'était vraiment qu'est-ce que t'as envie de faire? J'ai envie de faire des podcasts. OK, t'as envie de faire des podcasts sur quoi? C'est quoi qui est important pour toi? L'égalité. OK, t'as envie de sensibiliser sur la sexualité parce que les jeunes manquent d'informations. OK, t'as envie de parler d'entrepreneuriat parce que c'est vraiment un moteur pour toi. Parle d'entrepreneuriat. Enfin, vraiment, à chaque fois que j'ai eu envie de faire quelque chose, je l'ai fait sans jamais trop me poser de questions. Donc, et en fait, ça en dit beaucoup sur moi parce que c'est complètement mes valeurs ou mes zones de confort, mes zones d'engagement et où je me suis dit que ça pouvait continuer d'être un moyen créatif et un moyen d'innovation qu'on pourrait ensuite mettre au service aussi de nos clients. Moi, ça me permet de garder mes engagements et d'alimenter ces valeurs qui sont hyper importantes pour moi, de garder quand même ce côté, tu sais, c'est dans un couple, on dit il faut quand même garder ton truc perso. En gros, je garde mon truc perso. Oui, parce qu'on construit notre couple, hein. Très clair. On construit notre couple et on a fait déjà un bébé, donc ça va hyper rapidement. En 9 mois. Bientôt le mariage. Attention. Oui. Ben, c'est fait. On a un pacte, oui, c'est vrai, le pacte, on l'a pas encore terminé. C'est fait, ça va hyper rapide. C'est vrai que, pardon, c'est hyper rapide. En 9 mois, ça fait beaucoup de choses. Enfin bref, et moi, ça me permet de quand même garder ces valeurs-là et ça va nous permettre aussi l'idée un peu stratégique, entre guillemets, mais ça va nous permettre de tester aussi des formats, de tester certaines choses. On teste le live, on teste la vidéo, on va pouvoir tester plein de choses. Des thématiques, un autre format. Ouais, franchement, ça va nous permettre de tester des choses. Voilà. Et du coup, quand j'ai proposé ça à Clément, ça m'a fait, mais ça va être quoi, du coup, la thématique? Et je me suis dit, en fait, on va reprendre l'entrepreneuriat. Et il s'est quand même passé des choses sur lesquelles on peut commenter. On peut faire des commentaires. Et quand même, on se dit, ça, si on est des types, ou ça arrive pas. C'est vrai que dans notre entrepreneuriat, on a déjà en 9 mois d'entrepreneuriat, sans parler de nos expériences passées, des moments où on est là en mode mais... Et c'est pas... Enfin, remettons les choses au centre, mais l'objectif, il est pas non plus de crier de « Oh, on est à plaindre » ou je sais pas quoi. C'est pas l'idée. On fait notre entrepreneuriat, on fait notre vie dans notre coin et c'est très bien. L'idée, c'est plus de mettre en avant des faits où factuellement, il s'est passé des choses où on s'est dit mais c'est pas normal. C'est pas normal et c'est pas normal. Et puis attends, mais lui, on vient de lui dire ça et nous, on se permet de nous dire ça. Mais et les gens, même inconsciemment, femmes comme hommes, ils vont nous voir d'une certaine manière alors qu'il n'y a pas de raison. Mais il y a un changement qui est significatif et on a des exemples parce qu'on est en pépinière et que il y a des associés mixtes, il y a des associés masculins, des associés féminines, je sais pas comment dire.
Féminine, on peut dire, oui. Ouais. Mais du coup, on a plein d'exemples où on se dit, mais attends, c'est pas normal, de faire le parallèle avec aussi notre vie de salarié où, en fait, moi, en tant que salarié, j'ai eu des expériences où j'étais là, bon, je suis dans le salariat, c'est des vieux cons, ils sont pas de la même génération, mais en fait, tu te rends compte que, c'est pas qu'une question de génération, finalement. Donc, ouais. Il y a eu pas cette mal question au début où toi, tu t'es dit, c'est pas forcément du sexisme, ou du moins pas sur tous les aspects, mais où tu as vu quand même une différence de traitement dans l'âge. Où tu t'es dit, en fait, on me considère pas, et on me considère comme étant une petite fille, parce qu'en fait, on a moins de 30 ans. Ouais. Parce que pour moi, ma condition de femme, à aucun moment, elle conditionne mes compétences entrepreneuriales. Donc, du coup, je vois pas je fais même pas gaffe je le vois, mais en fait, ça me passe tellement au-dessus que je fais même pas gaffe. Par contre, ce à quoi je fais attention, ce qui peut m'interpeller, c'est effectivement de l'agisme, mais qui rejoint aussi du sexisme, en vrai, où là, moi, j'ai plus de sensations ou d'exemples de ce qui a pu m'arriver sur cette sensation d'être prise pour une gamine qui bon, elle on va donner un exemple concret. On peut donner l'exemple de notre comptable. Que quand on... Quoi? Tu penses? En vrai, c'est même pas méchant, mais c'est un constat, quoi. Oui. Il nous a pas pris au sérieux. Enfin, on est arrivé, on a dit, ouais, on veut faire un truc de fou, on veut faire ça et tout. Et genre, il était là, genre... Il a pas compris l'ampleur du projet. On arrive, on est 2 petites femmes, et on a un projet qui a de l'ambition. On a de l'ambition. On a un projet qui, certes, est à un certain stade aujourd'hui, mais qui a beaucoup de upgrade, je sais pas comment on dit, de potentiel et d'évolution. Et les gens le comprennent que quand ils ont des éléments tangibles sur place, où on sort des prévisionnels et on leur dit, en fait, voilà où est-ce qu'on va aller. Ouais. Et quoi qu'il en coûte. Et avant de voir le prévisionnel, il vraiment pour lui, genre, non, mais ça va être fait en 2 secondes. Et genre, quand on lui montre les éléments, genre, là, il a commencé à comprendre. Et là, il nous rappelle, et c'est valable pour toutes les personnes qui nous accompagnent. C'est qu'au début, oui, ça va pas être long, votre projet, là. Et puis, au final, quand on leur envoie les éléments, ils sont là en mode, bon, alors on va reprendre un point la semaine prochaine, vous êtes disponible parce que j'ai des questions. Oui. Ouais. On a eu plusieurs exemples comme ça, vraiment dans l'accompagnement, dans la création de Sonance, et on s'est dit, mais lui, il nous a pris pour 2 cocottes. Et même avant, on s'est fait c'est toi qui me l'as rappelé aujourd'hui, on a fait une interview l'année dernière, Capsule, où en fait, on interviewe un entrepreneur qui a plus d'années d'entrepreneuriat que nous, certes, mais en vrai, c'est même pas le comparatif qu'on a envie de faire. C'est partage d'expérience. Qu'est-ce que tu as fait, toi, dans ton entrepreneuriat? Comment tu as... Enfin, voilà, ce qu'on fait dans Capsule. Et en fait, à la fin... Sous couvert de vouloir nous aider, mais on n'a rien demandé, hein. Mansplaining à mort. C'est rempli. En fait, à chaque fois, c'est ça le truc. C'est que c'est rempli de bonnes intentions. Bon, mais qu'en vrai, tu as quand même le poids du patriarcat, parce que je suis pas sûre que beaucoup de personnes, lui, tu m'as dit que non, mais beaucoup de personnes l'auraient fait même si c'était des jeunes garçons. Genre 28 ans, des garçons qui arrivent 28 ans, je suis pas sûre qu'ils aient ce truc de oui mais Coco, allez, je vais vous aider votre petit projet là, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ils commençaient à nous donner des conseils en fait sur comment obtenir des partenaires, comment faire pour trouver des clients, et on était là à se regarder mais on n'a rien demandé. Et puis et en fait, il se rend pas compte que nous on sait comment il fonctionne, on sait un peu les dessous de son entreprise, et en fait, on sait très bien que ce qu'il n'arrive pas à faire, nous, on arrive à le faire, donc on comprend même pas le point, quoi. Et puis, c'est même pas l'objectif de se comparer. Donc, c'est rempli de bonnes intentions, mais il nous a pris pour des gamines qui se lançons et qui tâtonnons, alors que... Mais plutôt que de se dire où est-ce que vous en êtes et poser des questions et s'intéresser, il va donner des conseils. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très ancré et qui paraît normal pour tout le monde. Enfin, ça, je pense qu'on en parle à des personnes qui n'ont pas forcément déconstruit certaines choses. Ils vont nous dire, bah oui, c'est juste gentil de sa mère, et vous donne des conseils.
Oui, Mais sauf que... ouais, mais en fait, enfin, oui, c'est vraiment ce truc paternaliste. Ouais. Mais en même temps, t'es paternaliste parce que la société te dit il faut protéger les femmes, c'est plus faible que les hommes, donc faut vraiment les couver. Et puis voilà, ça a moins de compétences dans beaucoup d'esprits aussi, ça a moins de compétences que les hommes. L'esprit entrepreneurial est beaucoup plus habité que par les garçons. Là, je dis beaucoup de stéréotypes très très poussés et caricaturés, mais en fin de compte, tu te dis que c'est très gentil, merci, mais en vrai, j'ai pas besoin d'aide. C'est comme quand on vient de te dire non, mais le podcast, en fait, ça se fait pas comme ça. Gars, t'as jamais fait de podcast de ta vie, franchement, merci, mais je veux pas de ton avis. Non, mais tu vois. Non, c'est incroyable, vous vous rendez pas compte à quel point on a pu avoir des commentaires de personnes qui nous disaient non, mais alors. Comment faire ça, non, ça va, c'est pas ça qui fonctionne, on va faire comme ça. Ouais. Mais en fait, tu n'es pas dans le podcast. Viens, on raconte ça. Viens, on raconte cette anecdote-là, parce que je sais très bien de qui tu parles. Ben oui, mais je veux justement pas trop en dire. Pour moi, ils en connaissent. Mais, mais voilà, enfin, on nous demande une prestation pour de la captation audio d'un événement. Et c'est quelqu'un qui s'écoute beaucoup parler, qui a tout vu, tout connu, tout vécu, tout vaincu. Je sais même plus comment le dire tellement c'est too much. Mais le premier rendez-vous qu'on fait avec cette personne nous dit, franchement, c'est le moment de s'amuser et d'être hyper créatif. Franchement, on n'est pas fermé. Faites-nous des propositions, genre amusez-vous même dans les propositions. Ouais. Et du coup, Clémence va lui faire des propositions. On réfléchit un petit peu. On fait un devis, on lui propose des idées. Ah mais non, mais alors pas du tout. On va pas faire ça parce qu'en fait, c'est pas ça qui fonctionne. Les gens ne veulent pas ça. Les gens ne veulent pas ça. C'est pas ça qu'ils attendent. On va faire ça plutôt. Donc, c'est dans ces moments-là où tu te dis, tu comprends bien que c'est le genre de personne où ça sert à rien de discuter et où tu arrêtes la conversation. Mais en fait, lui, il est dans la tech. C'est pas son métier d'être dans la com, du coup. Donc, qu'est-ce qu'il en sait ? Il est même pas dans la tech ? Non. Bon, bref, voilà. Enfin, dans tous les cas, pour quelqu'un qui se disait ouvert d'esprit, derrière, on se prend un stop monumental. Bon, c'est pas grave, c'est un prospect, voilà, il pose ses conditions, grand bien lui fasse. Ouais, jusqu'au devis qu'on lui propose, où en fait, presque, ils nous dit comment faire un devis. Ah oui. Ouais. Et puis, mais le devis, il se fait pas comme ça. Tu fais... Non, mais... Remets les choses dans son contexte. Voilà, il y a beaucoup de je veux bien qu'il y ait des erreurs et qu'on puisse corriger le devis. Par contre, de nous commencer à nous expliquer de comment est-ce qu'on fait un devis et que c'est pas clair, alors que personne nous a dit ça. Et puis, ça fait 1 mois et demi qu'on le relance pour savoir si tout est clair. Enfin bref, en fait, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais tout ça pour dire que en l'espace de à peine 9 mois d'entrepreneuriat sur notre société de production, on a un nombre incalculable d'exemples de personnes qui se permettent de nous dire des choses et où tu te dis mais pour qui ils se prennent. Au début, moi, j'étais beaucoup confrontée parce que pour moi, c'est parce que je suis petite, parce que je suis mignonne et que je dis rien. Et ben en fait on prend pas au sérieux. Oh mais attends, tu bosses bénévolement quand même, trouve-toi un CDI, franchement, là ça craint. Le nombre de remarques que j'ai eu comme ça, le nombre de remarques où les gens ne me connaissent pas, ne connaissent pas mon parcours professionnel, ne m'ont jamais posé de questions et ils osent me dire mais attends, qu'est-ce que tu fais, c'est un peu risqué peut-être quand même, dans quoi tu t'embarques, machin. Mais déjà, est-ce que tu sais dans quoi je m'embarque ? Parce que tu dis ça, mais est-ce que tu en sais quelque chose ? Est-ce que tu connais mon parcours ? Et en fait, pour moi, c'est même pas du sexisme. Enfin, pour moi, je mets ça sous couvert de discrimination juste basique, de délit de faciès, parce que d'après eux, je renvoie une image qui veut dire ça, parce que je suis une femme, parce que mon âge, parce que mon caractère, peu importe. Bah, ça veut dire que je m'embarque dans un truc que je ne suis pas capable de mesurer le risque de ce que des décisions que je prends. Enfin, mais qui êtes-vous en fait? Plutôt que de me dire ah trop bien et tout machin, explique-moi, raconte-moi en plus. Qu'est-ce que t'en as à faire de juger? On t'a demandé ton avis. Non, mais en fait, ces personnes, t'as raison. Si elles posaient des questions, en fait, ça voudrait dire que
c'est des personnes aussi ouvertes d'esprit. Genre là, je pense que les personnes qui t'ont dit ça, c'est des personnes qui t'ont renvoyé leur propre incertitude. Complètement. Et qui aujourd'hui sont là en mode trop bien ce que tu fais et tout. Non, franchement, c'est bien. Ah ouais, non, c'est bien. Et ça en est où? Ah d'accord, ouais. Et maintenant qu'il y a des résultats, un peu, les gens sont là en mode ah ok, cool. Ils commencent un peu à se dire ah bah ok, elle fait ça dans la vie. Ah ouais, d'accord, intéressant. Moi, je pense que c'est pour ça que je disais en début de podcast qu'on avait 2 avis divergents, parce que pour moi, c'est complètement du sexisme. C'est complètement quelque chose d'hyper genré. Parce que demain, un mec, quel que soit son âge, qui prend des risques, on va dire, il a des couilles, il y va, il est hyper ambitieux, il faut qu'il fonce, et s'il se trompe, c'est pas grave, on va lui redonner sa chance, et voilà, on va hyper encenser son aventure entrepreneuriale, qu'une fille, elle doit faire hyper attention tout le temps. Et j'ai eu à peu près les mêmes trucs que toi à 21 ans, où en fait, on me renvoyait leurs propres incertitudes à la gueule de « moi, j'y suis pas arrivée, mais toi, ma cocotte, tu vas pas y arriver, en plus, t'as beaucoup moins que moi quand j'ai entrepris et tout, donc on nous dit souvent quand les gens doivent énoncer leurs valeurs, genre je suis ouvert d'esprit, c'est qu'ils le sont pas. Exactement. Oui. Et quand ils disent tu vas pas être capable, mais c'est Sofiane. Je meurs. Quand ils disent tu vas pas être à la hauteur, c'est que c'est eux-mêmes qui se trouvent pas à la hauteur. Et en fait, ils nous renvoient ça dans la gueule, alors qu'en fait, vraiment, et je pense que c'est genré, ils le diraient pas à un type. Ou alors, ça se dit beaucoup moins parce que c'est plus possible pour eux dans leur tête qu'un mec réussisse qu'une fille. Quel que soit l'âge, tu vois. Genre, je suis pas sûre que demain, à 40 ans, avec une carrière professionnelle, on nous dise oh, non, mais à ton âge, tu vas entreprendre. Je pense qu'il y aura toujours une excuse. Si, je pense que si. Demain, je vois, par exemple, ma mère, elle, je pense que si elle se lance pas dans l'entrepreneuriat et qu'elle reste sur un poste qui lui plaît, et il y a aucun jugement dans ce que je vais dire, mais il y a un côté où est-ce que je suis légitime? Et demain, je suis sûre que si elle se lance à 50 ans, je sais plus quel âge elle a, 50 ans en tant qu'entrepreneuse, je suis sûre qu'elle aura des réflexions. À 50 ans, est-ce que c'est... Ah oui, c'est ce que tu disais. Ah oui, pardon, j'ai cru que tu disais on n'aurait pas de réflexion à 40 ans ou 50 ans. Je pense que c'est une excuse de dire que c'est en fonction de notre âge, tu vois. Je pense que peu importe l'âge, on aurait des réflexions différentes. 30 ans, non mais là, c'est le moment de se concentrer sur les enfants. À 40, non mais à 40 ans, rien que d'y penser. Mais persuadée, tu vois, persuadée, ma main à couper, qu'il y a toujours un truc et qu'en fait, à chaque fois, on nous dit, non mais c'est ton âge en fait. Genre, c'est pas... Et en fait, pour moi, non. Parce qu'un type, parce qu'à 30 ans, tu lui dis, là, c'est le moment de faire des gosses, mon pote. Et comment tu vas faire, en fait, quand il va falloir aller chercher les gosses à l'école? Mais jamais de la vie, on leur dit ça. Sofiane, il dit... c'est tellement sociétal de ne pas projeter les femmes sur des postes à responsabilité, ne serait-ce que dans les écoles supérieures. C'est vraiment ça. Et en sortie d'école, tu vois tout de suite. Quand t'es en master ou quoi, les mecs qui sont là, de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils se font embaucher. Ils ont des postes rapidement de management. La différence, elle est mais flagrante. Alors après, c'est pas général, mais tu vois, en tant que je pense qu'il y a d'autres trucs et qu'il faut pas non plus généraliser parce que je pense qu'en tant que mec, il y a des difficultés aussi à appréhender. Ça, c'est clair. Mais là, en pépinière, il y a des je voulais qu'on y vienne, il y a des entreprises qui sont gérées par des gars qui ont à peu près notre âge. Voilà. Qui sont jeunes comme... Ouais, voilà, c'est ça. Aux alentours de la trentaine. Ils sont pas du tout perçus de la même manière. C'est des experts. Eux, c'est des experts dans leur domaine. Et tout de suite, je trouve qu'en tant que mec, il y a vraiment ce truc de... On cherche même pas à se poser la question de est-ce qu'ils sont légitimes ou pas, est-ce qu'ils sont experts ou pas. Non, ils sont experts. Et nous, vraiment, on doit se radier pour montrer qu'on est pertinente et qu'il faut passer par nous. Et on nous demande toujours de nous justifier mais non, je suis pas sûre. Et on doit vraiment que je suis pas. Je pense qu'ils doivent, comme tu dis, doivent faire face à des difficultés. Ça, c'est clair. L'idée c'est. Mais l'idée c'est pas non plus de se victimiser en disant on est à plaindre et c'est nous les. Non, pas parce qu'on y arrive très bien. On l'a dit. On y arrive bien. On est hyper ambitieuse et on va y arriver. Ça, c'est. L'idée c'est plus
de un peu remettre l'église au centre du village, de oubliez pas en fait la manière dont nous on vit les choses, et trop bien s'il y en a dans le chat qui nous disent ok, moi en tant que mec, voilà comment je vis les choses, quand j'essaye d'entreprendre ou quand j'entreprends, voilà comment je le vis, dans le salariat, voilà comment je le vis, parce qu'il y a aussi des problématiques là-dessus, tu vois, en termes de sexisme, où je discutais avec quand j'étais chez Safran, je discutais avec des collègues RH, mecs, où il y avait cette problématique de si jamais t'as une alternante mal intentionnée ou quoi, t'es obligé de faire gaffe, mais de fou, parce qu'il y a vraiment des meufs qui sont complètement perchées et tordues, où j'ai eu un collègue qui a eu des problèmes de fou, parce que l'alternante, elle a inventé qu'il la battait et tout, je sais pas quoi, que il avait des propos déplacés par rapport à elle, qu'il l'a fermée dans son bureau, mais des trucs débiles, alors qu'il était justement en train d'essayer de l'aider de sortir d'une relation toxique. En fait, il y a tellement de problématiques autour de ça qu'il y en a trop qui s'en servent et au final, on en perd le sens profond de juste en fait. Je pense que c'est pas la majorité, mais oui, bien sûr que ça existe et qu'il y a des dérives et c'est hyper malheureux parce que ça devrait pas être utilisé à mauvais escient. Ça, c'est clair et net. Après, il y a des problématiques inversement, tu vois, il y a quand même des types qui vont jouer sur non mais c'est une fille, elle sait pas ce qu'elle dit, en fait ça s'est pas passé comme ça, alors qu'en fait il y a mis la main au cul, qu'il l'a harcelé sexuellement, mais qui dit qu'en fait c'est du paternalisme, ou alors que ça doit être perçu comme étant un compliment. On prend l'exemple de l'autre fou là. C'est censé être perçu comme un compliment. Ça s'est passé cet été où j'étais à la M3E et où en fait un vieux type dégueulasse, je m'en bats les couilles s'il écoute, qui au début qui arrive tout gentil, et bon j'ai pas du tout mal pris au départ, oh la plus belle, oh les plus belles, bon bah, c'est gentil de dire qu'on est belle, voilà, ok, et au bout d'un moment je lui dis oh tiens tel jour c'est ta fête, c'est la fête des personnes âgées, en rigolant. Et en fait, c'est tellement pas quelque chose... Sachant que vous vous connaissez quand même de base et que c'est une boutade, quoi. Oui, c'est une taquinerie, genre c'est une... Voilà. Et en fait, il a hyper mal pris. Et du coup, en réponse, il me dit, non mais toi, si j'avais eu 20 ans de moins, tu y serais passé. Et où ça doit faire plus de 2 mois qu'il m'a dit ça. Et où vraiment, ça me hante encore. Où je me dis, mais... franchement, il est plus âgé que mon père. Et ça me dégoûte d'imaginer qu'il puisse se dire ça sur moi. Et c'est un compliment. Je lui dis que je lui aurais sauté dessus. Mais c'est de la culture du viol. Donc, ok, il a peut-être pas bien pris la blague. Genre ça, à la limite, genre ok. Mais de là à dire genre, à tenir ce genre de propos en le justifiant parce que bah oui, mais tu m'as quand même dit que j'étais vieux. Ouais, c'est ça. Mais pardon. Ouais. Enfin, on mesure l'équilibre des choses ou ça se passe comment? Et tu vois, lui, si demain je devais expliquer ça, il aurait dit non mais c'est un compliment, prends-le bien. Genre, il aurait jamais dit c'est vrai, c'est déplacé ce que j'ai dit ou j'ai imaginé de violer. Il aurait dit c'est un compliment, ça veut dire que tu fais envie, par exemple. Qui même ça n'est pas un compliment. Ah non, pas du tout. Enfin, pas du tout. En fait, qu'est-ce que tu rapportes enfin, pourquoi tu remets un rapport au corps dans tout ça, sexuel d'autant plus. Enfin, aucun rapport quoi. Donc enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un exemple parmi tant d'autres. S'il y en a plein, que ce soit de la part des hommes, des femmes même inconsciemment, parce on est entouré de femmes qui sont géniales, mais qui même inconsciemment nous prennent pour des petites choses qu'il faut couver, accompagner. Oh, ben, on va les aider, elles sont mignonnes, hein, voilà, et leurs petits projets, on va les aider, on va les soutenir. Et le dernier truc qu'on a eu, et ça on l'a vite oublié en vrai, je trouve, c'est l'autre fou au deuxième là, qui nous écoutait pas et qui était hyper condescendant avec nous. On a eu un rendez-vous où on dit parce qu'on entreprend à deux, que c'est la première fois qu'on entreprend avec une associée. Clémence, c'est sa première entreprise. On a vraiment envie de faire bien le projet et on sent qu'on n'a pas toutes les clés ou tous les... on avait besoin de conseils pour avancer sur notre société. Ouais, enfin vraiment, on n'a pas tous les outils pour vraiment faire au détail
comme on aurait envie de faire. On manque beaucoup de méthodologie sur certains aspects. Oui. Et en fait, on demande de l'aide à une entreprise qui est censée faire ça. Et en fait, on se reçoit un type hyper condescendant qui, déjà, pour nous dire bonjour, ça se voit qu'il est saoulé. Et la première question, c'est même pas des premières questions, en fait, il commence à faire des affirmations dès le début du rendez-vous où, non mais ça, je vais pas vous poser la question parce que... Et puis, on explique des choses, parce qu'au début, ce qu'on fait, c'est qu'on explique un peu le projet qu'on a, parce que lui, il est censé... l'idée, c'était qu'il nous accompagne sur un projet qu'on a pour Sonance, qu'on souhaite mettre en place, et on lui explique le projet. Et en fait, pendant qu'on parle, le mec rigole en haussant les sourcils. Et là, on se regarde avec Audrey en mode, mais il est sérieux ou quoi? Enfin, en fait, pourquoi il juge comme ça? Enfin, peut-être que le projet n'est pas réalisable, mais là n'est même pas la question. Si ça n'est... Justement, on vient le voir pour, en partie, savoir si on va dans le mur, si on va pas dans le mur, comment on peut faire pour que ce soit réalisable, etc. Et puis même avoir des métriques, en fait, même lui, je suis pas sûre qu'il ait la science infuse pour savoir si notre projet est réalisable ou pas. Et justement, on lui demande une méthodologie pour essayer de quantifier, de planifier et de voir avec des métriques qui sont plus fiables que juste son avis de merde, là. Et en fait, j'ai pété un câble au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il nous coupait la parole, donc j'ai commencé à lui couper la parole. Il commençait à parler très très fort, je parlais au-dessus de lui. Enfin, vraiment, ça a été le rendez-vous de l'angoisse. On est sorti avec ça. Vraiment, moi, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Ça a été horrible, où en fait, je me suis dit, on se fait chier à la gueule par des types qui... Franchement, c'est même pas pour nous monter la sègue ou quoi que ce soit, mais genre, gars, mais qu'est-ce que tu crois qu'on est, quoi? Mais même au-delà de ça, pour qui tu te prends, en fait? Peu importe. Même si on est nul, on s'en fout. En fait, c'est pas la question. Justement, on vient de demander de l'aide parce que on considère que tu es une personne en capacité de nous aider. Donc, pourquoi nous chier dessus comme ça? C'est surtout ça, quoi. Peu importe. Et ça nous avait été recommandé par un avec qui on va travailler, qui est un type. Ah ouais? Bah oui. D'accord, on en parlera après, je me souviens plus, j'ai une mémoire assez sélective à part. Oui, allez voir ce cabinet, ils m'ont fait mon plan de financement pour la DEC. Ah ok. Ah oui, je me souviens de cette discussion, mais je me souviens plus qui est cette personne, je vais creuser la mémoire. Mais donc ça nous a été ça nous a été recommandé quand même. Et on se dit bon ben en plus une des deux personnes on la connaissait déjà. On se dit bon ben on fait confiance les yeux fermés, on peut go quoi. Genre vraiment hyper ouverte quoi. Et en fait on s'est pris un putain de malade mental qui a été hyper condescendant, qui nous a vraiment hyper mal parlé et où en fait on a dit bon tu sais quoi bye. Ouais. Voilà, il y a quand même eu des trucs dans cette année. Quoi? Il y a des trucs. Il y a quand même eu des trucs cette année qui nous ont posé question. Ouais, et fait rendre compte en fait que c'est pas normal d'avoir quand même des avis comme ça et de faire un constat que si on avait été des mecs, franchement, je suis persuadée que ça se serait pas passé comme ça. Et je sais que je suis hyper binaire et que je suis full matrixée par le sexisme, le patriarcat et tout, mais franchement, j'en suis persuadée que demain, on serait des types. Franchement, on aurait beaucoup plus de portes ouvertes. Pas forcément qu'on réussirait mieux, mais qu'on aurait beaucoup moins de difficultés à prendre contact avec des gens. À devoir justifier à chaque fois parce qu'on perd du temps en justification et en sensibilisation sur en quoi le podcast peut être pertinent pour votre entreprise, que demain, je suis pas sûre qu'on ait besoin d'asseoir notre d'asseoir autant notre légitimité sur le sujet et de mais qu'est-ce que vous avez fait avant pour venir me proposer un service? Je suis pas sûre qu'il pourrait. Tu sais ce qui pourrait être très intéressant à faire? Ce serait qu'on teste de faire notre présentation par des mecs. Dites-nous dans le chat et les commentaires. Mais je pense que ça pourrait être un exercice sociétal intéressant
on garde la même présentation, le même fond, et on le fait faire par des mecs. Voyons, et on verra s'il y a une différence. Un des ateliers que normalement on anime, parce que tous les mois on fait des ateliers gratuits pour sensibiliser les entreprises sur la pertinence du podcast pour eux. Et je suis sûre que si on les fait faire par un mec à un moment donné... Mais ça me fait penser à l'autre foot Bastia aussi. Non, mais on y était allées toutes les deux et où vraiment on fait des petits podcasts. Et on va faire de la petite sensibilisation pour les jeunes, pour les enfants. Ah oui. Mais moi, j'ai une mémoire sélective. Hein, donc, c'est-à-dire que tous les trucs comme ça sort de ma mémoire, mais alors à une vitesse. Ça m'a saoulée. Non, mais c'est... Vraiment, ils sont condescendants. Ouais. Ils sont condescendants. Il y a beaucoup de condescendance. Après, il y a un truc, c'est que entre ici et Paris, moi, plus ça va et plus je vois la différence, quand même, dans le milieu professionnel. On n'est pas sur les mêmes problématiques. Il y a des problématiques de sexisme dans les deux cas, mais pas au même niveau, pas au même degré, pas sur les mêmes choses. Et c'est quoi, du coup, quand tu dis tu vois de plus en plus les trucs, c'est quoi la différence? La différence, c'est que le train de retard dont on parlait, là, je le sens. Sur quand j'étais et pourtant, hein, c'est-à-dire que les problématiques de sexisme comme on a ici, je l'ai jamais vécu sur Paris. La condescendance masculine qu'il peut y avoir ici, je la vis pas sur Paris. Je l'ai pas vécu sur Paris. Mais parce qu'on est déjà passé au step où il y a tellement eu de remarques. Après, j'ai beaucoup travaillé en grand groupe, donc ils sont quand même un peu plus avancés que les petites entreprises là-dessus, parce que forcément, il y a plus de normes, de lois. Et de possibilités de prud'homme, etc. Donc, c'est plus cadré, etc. Mais tout est... Les gens sont déjà dans le truc... Enfin, pas tous, hein, je veux pas non plus généraliser, mais il y a une vraie différence, je trouve, entre les grandes villes, les vraies grandes villes, et les villes un peu plus rurales, où là, il y a du sexisme qui est très marqué, et où moi, dès que je sortais de Paris, j'avais ce truc, même dans ma vie perso, où je me disais, mais on n'est pas dans le même monde. Même les gens qui te regardent, tu me l'as dit dès le début, ça, que tu voyais qu'on te regardait plus qu'à Paris. Et que ça te dérangeait, ce regard assez insistant que peuvent avoir les gens. Et je pense qu'en vrai, t'as pas des regards insistants de la part de femmes. Enfin, dis-moi si je me trompe. Ou alors, aussi, mais pas de la même manière. Ouais. Parce qu'il y a ce patriarcat qui est ancré. Après, Paris, c'est un monde où tout est assez individualiste, où chacun fait sa vie et on s'occupe pas de la vie des autres. Ici, on est aux antipodes. Donc, il y a un côté où ça renforce aussi. Il y a tout qui se renforce, en fait. Paris, le fait que tout soit assez individualisé, il y a plein d'inconvénients, mais il y a plein d'avantages où, de toute façon, personne te calcule vraiment et tu fais un peu ta vie et tu peux vite te faire oublier si à te faire oublier, quoi. Ici, c'est clairement pas possible. Mais du coup, il y a du sexisme, évidemment, à Paris. Il y a du harcèlement sexuel, moral. Il y en a. Je dis pas le contraire. Hein. Il y en a vraiment. Mais pour autant, la mentalité ancrée de base, elle est pas la même. Mais parce que tous les mouvements, ils partent de la capitale. Oui, bien sûr. Donc, toutes les avancées, elles partent de là et ça vient petit à petit s'étaler et se... J'aimerais bien faire un prochain épisode sur justement les différences qu'il peut y avoir et pour partir un petit peu dans de la philosophie ou une espèce d'analyse de comptoir. Déjà, je pense que c'est une micro-société, la Corse, et que c'est valable dans d'autres micro-sociétés où en fait tout le monde se connaît, et c'est ce qu'on disait avec Marie et Marina, où tout le monde se connaît, et donc en fait tu vas pas toucher une fille parce que c'est potentiellement la fille, la sœur, la mère de un tel, la cousine, la compagne de un tel, et donc en fait pour pas avoir des problèmes avec ces types, je vais pas la toucher. Véridique, parce qu'une fois dans un village je me dispute avec un type, la première chose qu'il a dit c'est « elle est de qui elle ?» En mode, c'est la fille de qui elle appartient, quoi. C'est la fille de qui pourquoi est-ce qu'elle pense pouvoir me parler comme ça? Ça veut dire qu'en fait, elle est d'une famille, il faut pas que je la touche. Ou pour savoir si alors, elle ça justifie, quoi. Si le fait qu'elle s'octroie le droit de me parler comme ça veut dire forcément qu'elle appartient à une famille particulière, sinon elle a quel droit elle se permet de me parler, quoi. C'était un peu tout ça mélangé. Est-ce que je peux la toucher? L'appartenance familiale est très très forte, c'est vrai. À quelle lignée tu appartiens, mais
Et vous êtes pas des À chiens, quelle famille enfin, au bout d'un Non, moment. mais vraiment, et puis faut on être le low disait fait, aussi, tu sais. tu vois, sur le nom de famille, que les femmes n'ont pas de nom de famille. Ben, typiquement, t'appartiens à qui? À ton père? Ou est-ce que t'es marié maintenant et t'appartiens à ton mari? Enfin, et je trouve que c'est hyper exacerbé ici. Ensuite, je trouve que c'est hyper caricatural parce qu'on est dans une société méditerranéenne. On est dans un environnement méditerranéen et que tu prends l'exemple même de Naples ou des choses comme ça, c'est très caricaturé quoi. Et la Corse en fait partie où on a des agissements que on dit mais pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi c'est hyper caricaturé par rapport à la culture méditerranéenne, je trouve. Ouais. Et il y a un dernier fait qui pour moi est ultra important, c'est qu'on est une île entre l'Afrique, donc potentiellement des pays qui sont en cours de développement, contrairement à des pays qui sont dits développés et riches, l'Europe. Et qu'on est entre les deux, et que je pense qu'il y a une dichotomie au bout d'un moment qui fait que t'as forcément un petit peu un... Tu penses que la Corse est impactée par l'Afrique? Ouais, je pense que il y a une influence du moins. Ok. J'avais jamais pensé à ça. Et après, il y en a plein d'autres. Le fait aussi que ça soit la région la moins riche pauvre, la plus pauvre de France. Le fait aussi que c'est très en retard au niveau du développement économique. À l'époque de ma grand-mère, il n'y avait pas de travail. En Corse, ses parents sont partis à Marseille pour travailler parce qu'ici, en dehors des champs, il n'y avait pas de travail. Donc 3 générations. Ça fait que 3 générations. Tu vois, pour moi, il y a plein de choses qui font que je pense ça serait bien d'en faire un jour un épisode avec peut-être quelqu'un qui s'y connaît un peu plus, parce que moi, vraiment, c'est des analyses et des trucs de comptoir. Genre, vraiment, je m'y connais pas et je peux pas donner d'explications. Comment ça s'appelle, ceux qui étudient la société et tout? Il n'y a pas... de France métropolitaine. Carole Étymologie, c'est pas ça. Sociologue. Mais il n'y a pas un autre terme? Non, je pensais qu'il y avait un autre. Bref. Mais oui, d'avoir des sociologues qui sont un peu spécialisés sur anthropologue, ethnologue. Ouais. Mais ethnologue, c'est ethnie, donc non. Non, mais sociologue, oui, c'est ça, l'histoire des humains. Donc non, c'est sociologue. Ouais, c'est ça. Avec la sociologie. Mais de trouver, en tout cas, peut-être soit qui sont corses, soit qui, en tout cas, ont étudié la Corse. À voir. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Là, du coup, on est reparti sur une périodicité d'un épisode par mois. Donc, qui dit un épisode par mois dit un live par mois et sa rediffusion. Le mois prochain, j'ai invité Vanessa Santoni, qui est du coup ma coach pro, et on va parler de ça, de la suite pour moi logique qui a fait aussi que je me suis tournée vers le coaching. C'est le plafond de verre et les stéréotypes intégrés vachement prononcés chez les femmes. Ouais. Où je sais que je peux être très très dure envers moi-même, et où des fois juste Vanessa me coupe la parole et me dit bon, est-ce que tu dirais ça à ta meilleure amie? Et où je suis là et je me dis putain, jamais de la vie quoi, jamais de la vie je lui ai dit à quelqu'un et du coup elle me dit c'est des stéréotypes ultra intégrés où en fait je me laisse pas la place de beaucoup de choses, et du coup je lui ai demandé si ça l'intéressait qu'on parle de ça et d'avoir des exemples un peu d'entrepreneuriat. Elle aussi est entrepreneuse, ça peut être hyper intéressant. On a des parcours en plus totalement opposés qui peuvent être vraiment complémentaires. Elle vient d'un milieu financier, elle vient de la finance, donc une femme dans la finance, elle était la seule dans certaines promos, seule fille. Vraiment, il y a énormément de choses à dire. Et ensuite, fin d'année, il y aura un épisode spécial réplique anti-bouffon. Je meurs. Et anti-bouffonne pour les filles qui pourraient aussi émettre du sexisme. Et ou des filles envers les filles. Ouais. Oui. Non, ah oui, les filles envers les garçons et les filles envers les filles. En vrai, réponse anti-bouffon, peu importe le genre, quoi.
Et Clem m'a fait me poser une question, du coup je vous la poserai en story, comme ça on verra. Mais est-ce qu'on se ferait pas une spéciale réplique anti-bouffon des repas de famille de fin d'année? Anti-pick me. Voilà, Carole, tu me donneras ton avis de est-ce qu'on fait ça au mois de novembre, réponse anti-bouffon générique, ou est-ce qu'on se fait ça au mois de décembre, réponse anti-bouffon et bouffonne spéciale fête de Noël et fête de famille. Voilà, c'est... Ouais. Je vous poserai la question. Trop bien. Et ben 1h20, au final on a dépassé. Ouais. Je savais très bien qu'on n'allait pas durer. Enfin, qu'on allait ça pas va, c'est 15 minutes de plus, c'est pas bon. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une petite étoile. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Si vous nous écoutez sur YouTube, mettez un like et abonnez-vous. Lâchez un com. Ouais, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous voulez pour les prochains épisodes. Ouais. Et n'hésitez pas à faire toutes les actions possibles pour nous aider dans le référencement et voilà, parce que on en a besoin. Soutenez-nous, quoi. Au mois prochain. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. À bientôt. Bisous.